Rejet de la Constitution européenne en 2005, crise financière et économique en 2008-2009, crise de l'euro en 2010-2011. Donc l'intégration européenne est en crise depuis maintenant assez longtemps. Alors est-ce qu'il s'agit d'une crise de fonctionnement, d'une crise des institutions, d'une crise politique, donc d'une crise de confiance? Eh bien, je vais essayer aujourd'hui de vous faire apparaître un certain nombre de réalités positives concernant l'Union européenne, ce qu'on a un petit peu tendance à oublier systématiquement. Regardons sur cette carte de l'Union européenne comment a évolué le produit intérieur brut des États membres en 2010. En vert, les pays où le PIB a progressé de plus de 2%, comme en Pologne ou en Slovaquie. En orange, les pays où il a progressé de 0 à 2%. Et en rouge, les pays où le PIB a baissé, comme l'Irlande ou la Grèce. Je vous rappelle que la moyenne de l'Union européenne à 27 sur cette année 2010 a été de 1,8%. Et cette performance économique de l'Union européenne en 2010 a été faible comparée à la croissance qu'ont connue les États-Unis, le Japon et surtout des pays comme l'Indonésie, le Brésil, la Chine ou l'Inde. La croissance soutenue de ces pays émergents leur a permis de mieux résister à la crise économique mondiale dans un contexte de libéralisation des échanges. Poursuivons notre raisonnement. Voici maintenant une carte de la balance commerciale de l'Union européenne en 2010 avec ses principaux partenaires. En vert, les pays avec lesquels l'Union enregistre un solde commercial positif, à commencer par les États-Unis, avec lesquels l'Union enregistre un excédent de 72 milliards d'euros en 2010. En rouge, les pays avec lesquels l'Union compte un solde commercial négatif, au premier rang desquels on trouve la Chine, avec un déficit de près de 169 milliards d'euros. D'ailleurs, la balance commerciale européenne est déficitaire avec l'ensemble de ses partenaires commerciaux à hauteur de 153 milliards d'euros. Et pourtant, l'Union est à la fois le premier importateur et le premier exportateur au monde. À elle seule, elle représente 20% du volume total du commerce mondial. Elle est aussi le premier investisseur mondial et la première destination des investissements directs étrangers dans le monde. Alors à partir de ce tableau qui est plutôt positif, il faut tout de même considérer deux choses. Les 27 réalisent 62% de leur commerce extérieur au sein même de l'Union. Autrement dit, la puissance économique et commerciale de l'Union procède davantage de son marché intérieur que de la libéralisation mondiale des échanges. Deuxièmement, on constate qu'avec cette mondialisation, l'Union perd en compétitivité par rapport aux pays émergents. Depuis quelques années, l'Inde, la Chine, le Brésil viennent se positionner sur les secteurs industriels à haute valeur ajoutée, comme l'aéronautique, l'informatique et la pharmacie. Donc, concurrence commerciale, croissance ralentie, voire récession pour certains de ses membres, l'Union européenne voit sa position économique affaiblie face aux pays émergents. À ça s'ajoute, en 2010-2011, une nouvelle crise qui frappe cette fois l'euro, la monnaie. Voici la carte des pays ayant adopté la monnaie unique. Je vous rappelle que les pays de l'Union ne font pas tous partie de la zone euro. Certains, comme le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, ont souhaité conserver leur souveraineté en matière de politique monétaire. D'autres attendent de remplir les conditions économiques exigées pour y entrer, des conditions qu'on appelle les critères de convergence ou les critères de Maastricht. Et parmi ces critères, il y a la situation des finances publiques, mesurée par le déficit, qui exprime des dépenses publiques plus importantes que les recettes, et la dette, qui, elle, représente l'accumulation des déficits sur plusieurs années. Et les critères de Maastricht prévoient le maintien du déficit public en dessous de 3% du PIB. Qu'en est-il exactement de ce déficit en 2010? En vert, voici les pays où ce déficit ne dépasse pas 3% du PIB. En orange, les pays dont le déficit se situe entre 3 et 8% du PIB. C'est le cas de l'Allemagne et de la France. À titre de comparaison, la moyenne communautaire est de 6,8%. En rouge, enfin, les pays dont le déficit public s'élève à plus de 8% du PIB, comme dans le cas extrême de l'Irlande où il dépasse 32% du PIB. Autrement dit, sur la base de leur déficit public actuel, la plupart des pays membres de la zone euro ne pourraient tout simplement pas aujourd'hui entrer dans la zone monétaire européenne. Regardons maintenant une carte de la dette des pays membres en 2010. Les critères de convergence de la zone euro prévoient une dette publique inférieure à 60% du PIB. Or, pour 7 d'entre eux, la dette dépasse même 80% du PIB.
jusqu'à atteindre, en Italie ou en Grèce, les montants considérables que vous voyez sur la carte. Voilà donc pourquoi on parle de la crise de l'euro. La plupart des pays européens ne remplissent plus les critères de rigueur budgétaire sur lesquels repose la confiance dans la zone euro, fragilisant ainsi la stabilité de la monnaie européenne. Alors pour autant peut-on déduire de cette crise qu'elle affaiblit la construction européenne. Certains de ces pays, comme l'Irlande, la Grèce, le Portugal, confrontés à une crise de l'endettement, à la faillite des banques nationales, à l'impossibilité d'emprunter sur les marchés, ont sollicité l'aide de l'Union européenne. Or, les textes communautaires et les mécanismes de la zone euro ne prévoient pas de dispositif de solidarité financière. La réponse de l'Union européenne a donc été économique et politique, avec la création en 2010 du Fonds européen de stabilité financière, soit 750 milliards d'euros, financés aux 2/3 par l'Union et les États de la zone euro et le reste venant du Fonds monétaire international. Il s'agit d'un fonds qui doit en somme anticiper les crises, plaçant de facto la solidarité économique et financière des pays de la zone euro quasiment au rang des principes européens. Eh bien, c'est là une nouveauté et une avancée. Les États membres envisagent aussi de renforcer les instruments de gouvernance économique, par l'intermédiaire de la Banque centrale européenne, par l'intégration accrue de leur politique budgétaire et par la création d'instances de supervision commune. Eh bien là non plus, ce ne sont pas les textes ou les institutions qui ont conduit à franchir cette nouvelle étape de l'intégration, mais les circonstances et finalement la volonté des États européens de faire face ensemble à la crise. Un petit peu comme si finalement la construction européenne était moins une question de vision que de configuration et d'opportunité. En adoptant une vision de plus long terme, l'Union doit relancer sa compétitivité dans les secteurs à forte intensité technologique et scientifique, et pour cela, accroître les efforts en recherche et développement. C'est d'ailleurs ce constat qui avait amené les Européens à adopter en 2000 la stratégie de Lisbonne, fixant pour objectif aux États membres de consacrer 3% de leur PIB à la recherche et au développement d'ici à 2012. Eh bien, nous voici maintenant près de cette échéance, et que constate-t-on ? À l'exception de la Finlande et de la Suède, aucun pays membre n'a atteint l'objectif des 3%. Au sein de l'UE, la moyenne n'est que de 1,9%, alors que les Américains consacrent 2,8% de leur PIB à la recherche-développement et les Japonais 3,4%. Or, cette problématique de l'innovation est cruciale pour l'Europe. Regardez ce graphique qui montre la situation démographique en 2010. Au moment où la Chine, l'Inde et même les États-Unis continueront de gagner des habitants dans les 2 prochaines décennies, l'Union européenne va voir sa population vieillir et sa main-d'œuvre disponible se contracter. L'effet conjoint de la hausse des salaires et de la pression du vieillissement sur les budgets nationaux risquera de réduire davantage la compétitivité de l'Union européenne. Alors là encore, quelle réponse ? Eh bien, une fois de plus, il aura fallu être placé au pied du mur pour qu'en 2010, les États membres adoptent une nouvelle stratégie commune appelée Europe 2020 pour ajuster leurs économies aux contraintes de la mondialisation et du vieillissement, mais aussi au dérèglement climatique. Les axes de cette stratégie sont nombreux. La modernisation et l'attractivité de l'enseignement supérieur, l'économie numérique, la création de nouveaux emplois, la mise en œuvre d'une politique industrielle sobre en carbone. Au cœur de la recherche d'une croissance verte, la question énergétique sera un test pour le projet européen qui doit être d'avant-garde et faire exemple. Et pour comprendre, il suffit de regarder la carte de la dépendance énergétique de l'Union européenne qui montre la part d'énergie consommée que chaque État doit importer de l'étranger. Vous voyez, en vert, le Danemark est le seul pays exportateur net d'énergie. En orange, les pays dont les importations énergétiques ne dépassent pas 55% de leur consommation intérieure, ce qui correspond à la moyenne européenne. On trouve là le Royaume-Uni, qui bénéficie de son exploitation de gisements d'hydrocarbures en mer du Nord, mais aussi la France, dont environ 80% de la production d'énergie est d'origine nucléaire, ou encore la Suède, où les sources d'énergie renouvelables comptent pour près de la moitié de sa production énergétique. Et puis enfin en rouge, les pays les plus dépendants, jusqu'à plus de 95%, Chypre, Malte, le Luxembourg. Sur le moyen terme, les projections indiquent une baisse de la production énergétique européenne à mesure que s'épuiseront les gisements européens de gaz et de pétrole en Italie, en Roumanie, en mer d'Irlande et en mer du Nord. Au total,
83% du pétrole et 62% du gaz consommés en Europe sont importés aujourd'hui. Et ce chiffre est destiné à s'accroître d'ici à 2030 si d'autres solutions durables ne sont pas mises en place. Et avec la décision allemande de renoncer à son programme nucléaire d'ici 2022, les prévisions d'importation pourraient encore augmenter. Berlin prévoit en effet une augmentation de ses importations de gaz et de charbon et de compléter ses ressources par des efforts importants venant des énergies renouvelables, notamment l'éolien. Voilà, j'ai voulu vous montrer qu'il y avait donc plusieurs façons de lire les réponses que l'Union européenne apporte aux crises que nous traversons. Tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif dans l'Union européenne. On l'a compris, l'Europe se construit aussi de façon pragmatique, opportuniste, c'est-à-dire face aux contraintes, et ce n'est pas forcément un tort. Le dessous des cartes abordera dans d'autres numéros en détail les questions de l'énergie au sein de l'Union européenne. C'est un secteur qui est fragilisé et qui aurait peut-être besoin d'être communautarisé. En tout cas, contrairement à ce qui est dit et écrit, la crise européenne n'est pas une crise de fonctionnement ou une crise institutionnelle, c'est une crise de manque de vision et de manque de projet politique face au monde réel dans lequel nous vivons. Alors, si vous voulez tout comprendre sur les réalités de l'Union européenne, je vous conseille vivement de lire le rapport Schuman sur l'Europe en 2011. C'est l'état de l'Union et c'est publié par la Fondation Robert Schuman. Un excellent rapport qui éclaire très bien ces rapports de force, si je puis dire. Et puis, vous pouvez retrouver toutes sortes de références sur cette question-là sur le site du Dessous des cartes, arte.tv.